Écoutez, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue à ceux qui sont en train de se connecter encore. On est très content de vous avoir aujourd'hui pour un nouveau webinaire avec l'accélérateur du numérique. Donc voilà, je serai votre coordinateur aujourd'hui. Je m'appelle Nicolas, je travaille chez Amazon France et du coup pour l'accélérateur du numérique. On est très très content de vous avoir avec nous. On est nombreux, donc ça fait toujours plaisir. Merci à Cyril Bladier d'être avec nous aujourd'hui. Cyril qui sera le présentateur de ce webinaire aujourd'hui et va vous parler de voilà comment bien définir votre stratégie digitale dans le cadre de votre structure. Donc pour rappel, de notre côté, nous sommes l'accélérateur du numérique du coup qui est une initiative d'Amazon France. Donc on propose 4 formats éducatifs, la formation personnalisée en ligne, les webinaires, les bootcamps et le coaching. Donc voilà, on couvre plein de sujets, donc de votre stratégie digitale, de la création d'entreprise à la logistique, le marketing, voilà, plein de sujets sur le numérique et sur la création d'entreprises. Donc voilà, c'est une initiative qui est développée avec le soutien de pas mal d'experts en leur domaine. Donc aujourd'hui, l'expert en son domaine, pardon, est Cyril. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions tout au long de la présentation. On aura un petit temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire et de la présentation de Cyril. Donc voilà, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions et le webinaire sera bien entendu disponible en replay. Dans le chat et dans documents distribués, je vous mettrai aussi la présentation de Cyril que vous pourrez consulter post-webinaire et également le lien pour vous inscrire à l'accélérateur du numérique si vous n'êtes pas encore inscrit. Et voilà, tous les liens dont vous aurez besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir via le chat, via l'onglet questions. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très bon webinaire à tous et je vais laisser du coup Cyril avec sa présentation. Merci beaucoup Nicolas. Bonjour à tous. Merci beaucoup, comme disait Nicolas, de non seulement vous être inscrit, mais d'être venu à cette session. C'est bien que les gens s'inscrivent et sans mieux que les gens viennent. On va parler pendant 1 heure de stratégie digitale. C'est très difficile d'en parler pendant 1 heure. Donc, bien évidemment, on choisit un angle d'attaque du sujet. Bien évidemment, on ne peut pas traiter toute cette thématique en 1 heure. Voilà le planning que je vous propose aujourd'hui, dont j'ai commencé par me présenter. J'ai donné quelques chiffres. Je suis très, très analytique et très data dans mon approche, donc j'ai forcément commencé par les chiffres. J'ai parlé aussi un peu plus de fond, de stratégie, d'évolution de comportement des internautes. Et puis, bien évidemment, on va terminer par une partie beaucoup plus concrète, pragmatique, par rapport à tout ce que je vous aurais dit au préalable. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter et notamment poser une sélection d'outils que j'utilise. Il y en a beaucoup d'autres ou que je recommande d'utiliser. Il y en a beaucoup d'autres, c'est vraiment une sélection d'outils. Ça n'a absolument pas la prétention d'être totalement d'être exhaustif. Donc, et comme l'a dit Nicolas, question-réponse, vous posez vos questions dans le chat. En fait, on les traite à la fin. Donc, voilà, vous avez mon lien vers mon profil LinkedIn dans la newsletter qui vous a été envoyée. Moi, je fais du digital depuis 2001, donc ça fait plus de 20 ans maintenant, à mon compte, en plein temps, pardon, activité principale depuis 2009. J'ai été le seul certified speaker officiel de LinkedIn sur le marché français. J'ai également été influenceur en France pour Oracle et pour Adobe. J'ai créé, développé et je co-gère aujourd'hui une agence virtuelle de 45 personnes. Agence virtuelle, ça veut dire qu'on n'a pas de bureau commun, qu'on est tous éclatés sur plusieurs continents. En fait, je suis quasiment un des seuls en France, les autres sont à l'étranger et pas nécessairement offshore. Ça va de Chypre, Malte, jusqu'aux États-Unis, Europe de l'Est, etc. On a créé une méthodologie qui nous est spécifique et une approche data de stratégie digitale. C'est ce qui nous a valu la reconnaissance par BPI France. On fait partie du hub BPI France, donc dans les startups comme étant indiquées comme étant les plus proches, les plus pertinentes pour BPI France sur les sujets digitaux. Et tous nos clients, grâce à tout ce qu'on a mis en place, sont entrants. Donc, c'est pour ça qu'on a une variété de clients qui vont de la TPE jusqu'à des grands comptes comme Coca ou Nespresso, mais ça avec également des indépendants. Et on fait très, très large, puisqu'à une époque, j'avais des clients qui allaient du Crazy Horse jusqu'à l'autorité des marchés financiers, donc vraiment un panorama extrêmement large. En fait, comme c'est que l'entrant, on n'a pas vraiment de typologie de clients particuliers.
Voilà. Quelques chiffres en fait pour cadrer le sujet du jour. Donc, on ne va pas du tout parler de réseaux sociaux, on va parler purement de digital et plutôt se baser autour de Google et de tout ce qui se passe sur Google. Donc, j'ai fait un point la semaine dernière en préparant cette session. Google, c'est encore aujourd'hui 3,5 millions de recherches par jour. À voir comment l'IA va modifier les choses. On sait que Microsoft a mis 10 milliards dans le chat GPT. On sait que Google a rappelé les fondateurs pour reproposer des solutions basées IA. On sait que Facebook est également en train de se développer dessus après avoir beaucoup investi sur Meta. Donc, on n'a pas encore tellement de recul pour dire comment est-ce que l'intelligence artificielle va influencer sur le search. Donc, aujourd'hui, Google, c'est encore 3,5 milliards de recherches par jour, 20% de recherches neuves tous les jours. Ça veut dire que chaque jour, il y a 20% des recherches qui n'avaient jamais été faites au préalable. Donc, c'est vraiment quelque chose d'encore très utilisé. C'est 85% de part de marché sur PC, 97% sur mobile, avec même Baidu qui est le premier concurrent n'a qu'1% de part de marché. Donc, vraiment une omniprésence de Google sur ce sujet. Croissance de 10% par an. Voilà, la moitié des recherches de produits commencent sur Google, la moitié des internautes utilisent Google pour trouver des produits ou des marques. 60% l'utilisent avant même un achat en magasin. Et autre point pour culture générale, moins de 1%, 0,8% des internautes cliquent sur un résultat en page 2. Donc, ouais, en fait, ces éléments pour montrer que même si aujourd'hui beaucoup de gens parlent de réseaux sociaux, de TikTok, d'Instagram, de Facebook, de YouTube, etc., le Google reste aujourd'hui un très grand vecteur de trafic. J'avais lu il y a quelques temps, mais je n'ai pas réussi à retrouver la stat pour préparer la session d'aujourd'hui, qu'en moyenne au niveau mondial, Google représente plus de 50% du trafic d'un site. Donc, c'est vraiment quelque chose à côté duquel on peut difficilement passer. Et là, je parle de tout Google, hein. Je parle à la fois de Google, toute la pub Google et bien évidemment du référencement classique. Donc, c'est vraiment tout ce qui vient de Google. Cyril, excuse-moi. Oui, Ouais. oui, je t'écoute. Bah, j'ai eu un petit retour du chat qu'on t'entend pas très bien. Je sais pas si c'est une Ah, question de je vais rapprocher micro le ou. micro. Alors, Ouais. est-ce que c'est mieux si c'est comme Ouais. ça? C'est mieux Ouais, là? je pense que c'est mieux, voilà. Et Effectivement, le micro, je l'avais mis à 15 cm, mais je l'ai rapproché. Est-ce que c'est mieux? ok, voilà, ouais, c'est parfait. Merci beaucoup. Ok, super. Merci, Jean, je t'en prie. Euh, En fait, très souvent, quand on parle de stratégie digitale, j'ai probablement entendu parler, peut-être que vous le mettez en place dans vos structures, on parle de persona. Alors, pour ceux qui connaissent, vous savez ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, les personas, c'est qu'on va définir des profils types, très souvent basés sur des données sociodémographiques. Donc là, c'est un exemple que j'ai trouvé. Pourquoi cette image? Parce que j'ai voulu chercher une image de libre de droit que je pouvais utiliser. Il y en a relativement peu, donc j'ai trouvé celle-ci, je la prends. Et donc, les personas, c'est des fiches où on va définir un profil type en fonction d'un âge, en fonction peut-être d'une localisation géographique. On va lui donner un nom, on va vraiment la nommer, le persona. On va pas dire on va pas nommer avec des références de chiffres d'être. C'est vraiment, on va nommer cette personne. On va identifier une problématique par rapport au produit qu'on va distribuer ou vendre. On va définir des caractéristiques, des objectifs et des scénarios. Et en fait, tout ce travail-là, moi, quand je l'ai vu faire ou quand des entreprises m'ont raconté ce qui était fait en interne, tout ce travail de persona est très souvent basé sur des données sociodémographiques, d'âge, urbain, pas urbain, CSP+, ou pas CSP+, etc. Très souvent, c'est un groupe de projets internes, sans forcément, comme le disait Jeff Bezos, la chaise vide qui représente le client. Souvent c'est un entre-soi entre le marketing, la communication, le service technique, etc. Il n'y a pas réellement de client et en fait, chacun y va de ses propres idées et va projeter sa propre estimation, ses propres impressions de la réalité du marché. Et j'ai jamais été réellement convaincu par cette stratégie persona pour deux raisons. La première, c'est que j'ai du mal à imaginer que parce que deux personnes ont le même profil, elles auraient les mêmes besoins et les mêmes vecteurs d'achat. Et inversement, j'ai du mal à comprendre aussi que parce que sous prétexte que deux personnes sont différentes, elles n'auraient pas les mêmes besoins. Et du coup, j'ai prolongé un petit peu le travail sur les personnes en disant, ben, si on pousse à l'extrême, on a ici deux mêmes personas. On a Brian Johnson, le chanteur d'ACDC, et l'ex-prince Charles, maintenant roi d'Angleterre. C'est tous les deux hommes. Ils sont tous les deux anglais. Ils ont un an d'écart. Ils ont deux enfants chacun. Ils sont tous les deux multimillionnaires. Donc, ils cochent toutes les cases de persona. Et pourtant, je pense que leur mode de vie et leurs achats, leurs aspirations sont radicalement différents l'un de l'autre. Pour rajouter une petite couche sur le sujet, j'ai aussi repris des éléments de Google qui dans sa communication, donne des informations intéressantes, je pense. Il dit par exemple,
40% des personnes qui vont acheter des produits pour bébés habitent dans un foyer où il n'y a pas d'enfants. Très clairement, je pense que si on lance une entreprise avec des produits pour bébés, on va très majoritairement cibler les familles avec enfants, mais si on fait ça, on passe à côté de 40% du marché. Autre donnée de Google, seulement 31% des personnes qui, sur mobile, cherchent des jeux vidéo sont des hommes âgés entre 18 et 34 ans. Et donc, il y a tout un tas, alors j'en ai pris que 2, mais il y en a plein d'autres dans les documents de Google sur un blog qui est super intéressant. Je l'ai mis à la fin dans les sources qui s'appelle Think with Google, qui vient donner comme ça des éléments d'écart entre la perception qu'on peut avoir d'un marché et la réalité de ce marché. Et ce que dit en synthèse de cette étude la VP ou l'ex-VP de Google, VP marketing, c'est que si on se base trop sur des données sociodémographiques, quand on fait ces personas, quand on définit sa strate, en disant voilà la typologie des gens que je vais adresser, on risque de passer à côté d'une partie de son marché. Exemple, les 2 slides que je viens de montrer. Et ce qu'elle dit, c'est que si on se base non pas sur ces données sociodémographiques, mais sur les intentions des internautes, on va être beaucoup plus pertinent et beaucoup plus proche de la réalité. Et c'est pour ça que nous, la recommandation qu'on a en interne et que je fais chez mes clients, que je fais dans tous mes webinaires, c'est plutôt que de partir sur des personas basés sur ces données sociodémographiques, plutôt de bâtir sur des personas en fonction des besoins. Et on va voir après comment est-ce qu'on peut traiter les besoins des internautes indépendamment de leurs données sociodémographiques. Autre point, quand on est sur le search, ça c'est un point sur lequel bizarrement il y a très peu de littérature. J'ai vérifié ce matin, quand vous faites une requête sur Google, requête brandée, vous avez 37 résultats en français. Donc c'est un sujet dont personne ne parle. Et pourtant, il y a des études qui viennent de Avast, Nielsen, Ipsos, Accenture, Google sur ce sujet, mais pourtant c'est très très peu relayé. Aujourd'hui, il y a une prédominance dans la stratégie digitale qui est mise en place par les entreprises, quelles qu'elles soient, de se reposer sur leur marque. Le marketing digital est souvent un marketing de la marque et un push de la marque. Donc, les recherches brandées, c'est quoi? Ce qu'on dit les recherches brandées, c'est les recherches des internautes qui vont contenir une marque. J'ai mis des exemples ici, des recherches d'internautes qui vont contenir la marque Apple, Samsung, iPhone ou Galaxy. Et très souvent, en fait, quand on regarde, quand on analyse avec des outils data le trafic d'un site internet, que ce soit là encore une petite structure ou une grande structure, on va s'apercevoir que le trafic brandé, le trafic de marque, représente plus de 90% du trafic entrant. De l'autre côté, il y a évidemment ce qu'on appelle les recherches non brandées, dont les recherches d'internautes qui ne contiennent pas de marque et qui, elles, sont en croissance extrêmement forte. Et c'est là, en fait, où on a un changement radical aujourd'hui du comportement du consommateur qui, quand il va sur Internet, n'est plus nécessairement à la recherche d'une marque. Il veut un produit, il veut un service, il veut une réponse à un problème, il est plus sur une recherche de marque. Et donc, je pense que si on base sa stratégie digitale sur la compréhension des besoins des internautes, la raison pour laquelle ils vont en ligne, ce qu'ils cherchent, quels sont leurs problèmes, quelles sont les difficultés, quelles sont les réponses qu'ils veulent auprès des moteurs de recherche qu'ils vont utiliser, que ce soit Google, YouTube ou Amazon, puisqu'Amazon est aussi un moteur de recherche quand on cherche un produit. Ben, la majorité des internautes aujourd'hui ne cherchent pas de marque. Et c'est un point qui est pour moi extrêmement intéressant, notamment pour des petites structures, pour des startups, pour des PME, parce que quand vous êtes dans un écosystème face à des très grosses marques qui sont très auto-centrés, qui vendent leurs produits, leurs marques et qui ne traitent absolument pas ce sujet de marque non brandée, ça laisse, et même dans des secteurs extrêmement concurrentiels, j'ai pu le voir il y a quelques temps avec des startups dans la cosmétique ou dans le luxe, qui disaient, mais vous vous rendez compte, face à moi, j'ai LVMH, Kering, etc. Oui, mais ce n'est pas très grave parce que comme toutes ces marques sont auto-centrées et ne parlent que d'elles, ça laisse finalement énormément d'espace aux petites structures pour se positionner. Et ça, c'est un point qui est extrêmement intéressant, je pense, comme effet de levier pour construire sa stratégie. Donc, conséquence de tout ça, quand on a une stratégie digitale qui est basée à la fois sur des personas et sur sa marque, bah, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que là, c'est une étude extrêmement intéressante émise par le Content Marketing Institute qui publie un rapport annuel. Vous voyez qu'en B2B au niveau mondial, quand on regarde les marketeurs qui se disent modérément ou faiblement ou pas du tout heureux des résultats de leur stratégie digitale à partir des contenus publiés, 72% de mécontents et en B2B et 74% en B2C.
Et donc, au final, tout ça, ça représente quand même 290 milliards de dollars tous les ans qui sont utilisés sans que les marketeurs qui en sont à l'origine soient satisfaits des résultats que ça apporte. Mais vu la méthodologie qui est mise en place, pour moi, c'est extrêmement pas surprenant. Donc, l'évolution du comportement de l'internaute, c'est de partir de plus en plus, comme je l'ai dit, sur du trafic non brandé. Donc, ils recherchent des produits, ils recherchent des solutions à leurs problèmes sans forcément chercher une marque. Vu que la croissance d'année en année est extrêmement forte et s'accélère, plus 30%, plus 56%, plus 100%. Donc, on est vraiment sur une croissance qui est extrêmement forte. 60% du search au niveau mondial se fait sur mobile et 4% du search sur mobile est non brandé. Donc, à lui tout seul, ça veut dire que déjà 48% de la recherche en ligne n'est pas du tout brandée. On monte à 90% dans le retail. Et voilà, donc ça veut dire qu'on est sur un écosystème aujourd'hui dans le digital où les entreprises très majoritairement se basent sur la promotion de leur marque. Elles vont pousser leur marque dans de la pub, des contenus, du blog, des réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, YouTube, etc., TikTok, Snapchat, etc., Instagram. Et de l'autre côté, un écart abyssal avec le comportement des internautes qui, eux, de plus en plus, sont totalement brand agnostiques. Il y a une étude super intéressante sur le sujet, en anglais, c'est The Skyrocketing Growth of Agnostic Consumer, la croissance extrêmement forte des internautes qui deviennent totalement brand agnostiques. Les internautes ne viennent plus en ligne chercher une marque. Ça existe toujours, mais c'est vraiment une très grande minorité. Va s'indiquer que la majeure partie des marques peut disparaître au juste sans que ça n'affecte personne. Et on n'est pas au bout de nos problèmes puisque les futures générations, les futurs acheteurs, les futurs décideurs, eux, sont très très peu nombreux à être fidèles à une marque. Et donc, une fois qu'on a pour illustrer ce point, j'ai repris un cas assez récent d'une marque qui m'a contacté. C'est une marque de luxe que tout le monde connaît, une marque que vous connaissez tous qui a plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Son problème e-commerce en baisse de moitié en 2 ans, donc une baisse extrêmement forte de la partie e-commerce. Et en interne, personne ne comprend pourquoi est-ce que le e-commerce était divisé par 2 en 2 ans. C'est vraiment de mois à mois, quand on regarde mars 2023 par rapport à mars 2021, c'est divisé par 2. Ben, c'est super simple. 98% du trafic, c'est du trafic de marque. Et donc, d'une part, il y a un énorme manque à gagner parce que toute la demande non brandée et laissée de côté par la marque qui n'attire que les internautes qui cherchent des produits de luxe qu'ils produisent à leur marque. Donc, le produit générique, la marque n'est absolument pas positionnée. Quand vous cherchez, par exemple, un accessoire de mode, quel qu'il soit, et que cette marque fabrique, la probabilité que vous arriviez à leur site, elle est de 0 si vous n'avez pas tapé la marque. Donc, c'est un manque à gagner qui est colossal. Mais le problème de fond qui les concerne, c'est que comme la marque aujourd'hui n'est plus du tout à la mode, que la marque aujourd'hui en France, tous les mois, c'est 160 000 demandes par mois, quand c'était 350 000 il y a 2 ans. Ça veut dire que la marque n'est plus du tout top of mind, elle n'est plus du tout présente à l'esprit des consommateurs. C'est une marque qui est beaucoup moins rêvée qu'elle faisait rêver il y a 2 ans. Et donc, très logiquement, comme la marque est moins désirable et que la marque ne se concentre que sur elle-même, que sur son propre actif de marque, très logiquement, le e-commerce se casse la figure. Et sans compter, ça c'est pas le cas les concernant, mais ça peut arriver. On a déjà vu dans le luxe à plusieurs reprises et dans d'autres secteurs que quand vous êtes uniquement dépendant de votre marque et que votre marque a une crise, un problème d'irréputation, c'est extrêmement difficile de vous en sortir. Cyril, si je peux me permettre, nous ça revient aussi à un sujet qu'on traite dans nos cours et dans d'autres webinaires. Aujourd'hui, le trafic qui va être lié à votre structure est énormément lié du coup à l'image de marque. Ouais, exactement. Exactement. Il va être lié à l'image de marque, sauf que ce n'est qu'une toute petite partie du marché. Et ça, pour le connaître, j'ai creusé, je suis allé voir différents produits en B2C, en B2B, et j'ai regardé par rapport aux marques leaders du marché l'écart qu'il y a entre la demande des internautes pour un produit de la marque et la demande, je dirais, générique, non brandée. Quand on prend les sacs à main Vuitton en France, c'est 7 900 demandes par mois. Sac à main, c'est 112 000. Et encore là, je suis parti que sur le mot-clé spécifique. Je n'ai pas regardé tout le champ sémantique autour, parce que bien évidemment, il y a sac à main Vuitton bandoulière, sac à main Vuitton de sortie, sac à main Vuitton d'été, sac à main Vuitton, etc. Là, il y a tout le champ sémantique qui va autour. Mais j'ai regardé juste les recherches extrêmement basiques. Et donc, la marque à elle seule, marque leader, ce n'est que 7% de la demande. Et je vous assure, faites le test
allez sur Google, tapez sac à main et vous verrez que Vuitton, je crois qu'ils sont même pas dans les 6 premières pages. Ouais, Cyril, Nicolas. tu peux nous redonner la définition enfin la différence entre brandé et non brandé, ici? Brandé, non brandé, c'est ça. Brandé, c'est en fait toutes les recherches des internautes qui vont contenir une marque. Mhm. Voilà, je veux sac à main Vuitton, sac à main Chanel, sac à main Dior, assurance auto MMA, assurance auto direct assurance, assurance auto et une brandée, c'est toutes les recherches qui ne vont pas contenir de marque. Et le message, c'est de dire bien évidemment la marque est importante. Bien évidemment, c'est important de communiquer sur sa marque. Ça peut être un facteur de choix, de choix du client, de l'internaute en fin de parcours d'achat, mais en tout cas sur toute la partie amont, quand l'internaute vient chercher des informations, quand il vient chercher à comprendre, quand il veut comparer, même quand il veut acheter un produit, l'internaute n'a plus aujourd'hui de marque en tête. Et à la limite, et j'en parlais avec une directrice d'un grand groupe hôtelier qui était précédemment chez Disney et qui remarque très bien, elle me dit la catastrophe, c'est qu'aujourd'hui, notamment sur les plus jeunes, la fidélité à une marque, elle dure 15 jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sur un marché, aujourd'hui, c'est telle marque qui leur fait envie et qui vont vouloir acheter, mais dans 15 jours, ça va être une autre et 15 jours après, ça va être encore une autre. Et c'est vraiment une Mhm. grande difficulté, notamment quand on est une entreprise qui a une marque forte et qu'on pense que la marque reste aujourd'hui un facteur d'attirance. Ça peut être un facteur d'attirance, ce n'est pas un facteur de choix, de compréhension, de sélection de l'internaute qui cherche une solution à son problème ou qui cherche un Ouais, produit à acheter ou qui cherche un service. très clair. Merci beaucoup. Donc là, j'ai creusé sur d'autres sujets. Voiture, le leader en France, voiture électrique Renault, 2400 demandes par mois, voiture électrique 22 000. Prêt immobilier, objectivement, le prêt immobilier qui soit fait par sa banque ou ailleurs, on s'en fiche un petit peu. Ce qu'on veut, c'est un prêt immobilier. Donc là, l'écart est absolument considérable. Première banque française, BNP, prêt immobilier, BNP 600 demandes par mois, prêt immobilier 33 000. L'assurance, c'est pareil. On veut une assurance trop. J'ai regardé pourquoi j'ai regardé GMF, MAF, MMA. C'est Covea. Covea, c'est le premier assureur auto en France. Vous voyez, c'est quelques centaines de demandes par mois par rapport à 90 000 demandes d'un internaute qui cherche juste assurance auto sans aucune marque derrière. Dans le milieu professionnel, c'est pareil. Hein, quand on regarde sur les sujets B2B, les écarts sont considérables. L'électricité, là, clairement, c'est non mesurable. Il y a personne ne veut son électricité chez EDF. On veut l'électricité, un abonnement électrique, mais EDF, qui est ne rentre absolument pas un critère de choix. Les fournisseurs de bureaux également, c'est un marché totalement non brandé pour les internautes. Quand on est sur des matériels professionnels, comme les meuleuses pour Ilti, c'est pareil. Imprimante de bureau, c'est pareil. Et donc, quel que soit, en fait, alors là, j'ai mis quelques exemples pour le besoin d'aujourd'hui, mais en fait, on va retrouver ça dans tous les secteurs. C'est à chaque fois, la demande de marque, elle est infime par rapport à la demande hors marque. Et c'est là qu'il y a un levier pour moi pour créer sa stratégie qui est extrêmement intéressant, notamment pour les startups, les TPE, les PME, voire même les indépendants, qui est d'aller chercher tous les internautes aujourd'hui, tout cela, tous ceux qui cherchent un produit, un service, une solution indépendamment de la marque. Et là, il y a un effet. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein d'outils à des niveaux de prix très différents. Je vous l'ai montré tout à l'heure, ça va de 9 dollars par mois à plus de 100 euros par mois. Donc, il y en a pour toutes les bourses, pour tous les budgets. 9 dollars par mois, c'est vraiment peanuts pour avoir ces éléments de commencer à comprendre comment l'internaute se comporte en ligne, ce qu'il veut, ce qu'il cherche. Voilà, des outils extrêmement intéressants pour savoir où aller chercher, comment créer ça. Ce que j'ai regardé aussi, c'est comment gros acteurs du e-commerce. Vous voyez que la part du trafic de marque chez Amazon, c'est un quart, Booking, 10%. eBay 40%, Zalando 3%, Rakuten c'est comme Amazon c'est un quart, Etsy 16%, Overstock 31%. Alors ça c'est des marques qu'on connaît un petit peu moins en France, mais j'ai regardé un classement mondial du e-commerce et j'ai regardé au niveau mondial. Vous voyez que tous ces grands acteurs du e-commerce ont une stratégie très bien développée où en fait on vient chez eux
parce qu'on cherche un produit avant d'aller chez eux parce qu'on va chez eux. Même Amazon, je me suis dit, Amazon est tellement fort que les gens vont naturellement sur Amazon. Alors peut-être que ils vont naturellement sur Amazon, mais en tout cas, le trafic qui vient des moteurs de recherche vers Amazon, c'est aujourd'hui essentiellement du trafic non brandé, c'est du trafic lié à une recherche d'un produit ou d'un service qui conduit ensuite vers Amazon. Mais c'est pas majoritairement, les internautes n'ont pas majoritairement tapé Amazon quand ils vont sur le site. Donc comment est-ce qu'on fait par rapport à ça? Une des plus grosses erreurs que j'ai vu faire, c'est de partir de sa connaissance offline. Moi, je suis super content quand je rencontre un dirigeant qui me dit je suis dans ce business depuis 10 ou 15 ans, je connais mes clients. Je lui dis je suis sûr que je suis dans ma tête, je suis sûr que tu es à côté de la plaque, parce que peut-être que tu connais très bien tes clients offline. En revanche, online, je suis sûr que il y a probablement des erreurs entre la perception que tu as de ton marché et la réalité de ce marché. Et c'est vraiment très très souvent le cas. Donc ça, c'est vraiment une des plus grosses erreurs. Ne pas commencer à se dire, je l'entends toutes les semaines, je sais que mes clients veulent ceci, je sais que mes clients veulent cela, je connais mes clients. Non, il faut toujours aller vérifier. Je ne pense pas que, je ne crois pas que. Le nombre de fois où un client m'a dit, je ne pense pas que ou je ne crois pas que, et je lui ai montré que les chiffres donnaient le contraire de ce qu'il pensait, ça arrive tous les mois. Et donc, vous avez des outils qui vont vous comprendre, qui vont vous permettre justement de comprendre quelles sont les questions que se posent les internautes, ce qu'ils cherchent précisément, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs difficultés, qui sont vos concurrents. Là encore, quand je demande à une entreprise quels sont ses concurrents, les noms qu'on me donne n'ont rien à voir avec les concurrents qu'on va retrouver en ligne, parce que c'est très souvent extrêmement différent, et parfois même j'apprends à une entreprise que son concurrent est telle ou telle boîte, mais en tout cas en ligne, pas forcément les mêmes que offline. On peut très précisément savoir comment une entreprise attire du trafic. Donc, non seulement avec ces outils, on peut mieux comprendre comment fonctionnent les internautes qu'on veut toucher, mais également ce que font ses concurrents. Et donc, soit on peut s'inspirer des concurrents directs pour voir comment font les concurrents directs, soit on peut s'inspirer des concurrents beaucoup plus gros en disant, puisque les concurrents beaucoup plus gros attirent des internautes sur tel et tel levier, peut-être que si je fais la même chose, j'aurai aussi des résultats. Donc, il y a vraiment une source d'information qui est extrêmement riche, extrêmement diversifiée et qui permet de mieux créer sa stratégie, d'optimiser ses budgets, notamment quand on est une petite structure et qu'on ne peut pas investir sur tous les canaux et tout faire et tout tester. Eh bien, ces solutions vont permettre d'optimiser son budget, de savoir à l'avance si on peut ou pas avoir un résultat. On peut savoir dès le départ est-ce que les euros qu'on va investir dans une stratégie ont une chance ou n'ont aucune chance d'avoir des résultats. Et donc, on va largement optimiser les capitaux qu'on va investir dans sa stratégie digitale. Donc, quelques outils. Alors ça, Google Trends, je pense que tout le monde connaît Google Trends. C'est un outil qui est extrêmement intéressant, mais c'est un outil qui est très basique. Google Trends, ça va être intéressant pour voir des tendances. C'est compliqué parce que Google Trends fonctionne en base 100, donc je sais que c'est un système de calcul que tout ce qui n'est pas forcément naturel pour tous de comprendre ce que c'est un fonctionnement en base 100. Ça veut dire que en fait, la courbe va donner un chiffre qui est un pourcentage par rapport au plus haut que la courbe a atteint sur la période donnée. Donc, ce n'est pas forcément toujours très simple à capter, mais c'est intéressant Google Trends en termes de tendance, en termes de saisonnalité. C'est des infos qui viennent de Google, donc qui sont plutôt relativement fiables. Et en termes de géolocalisation, par pays, par région, par ville. Puisqu'en fait, quand vous êtes sur Google Trends, vous pouvez décliner jusqu'à un niveau de demande par ville pour savoir sur un territoire donné d'où vient la demande, à la fois d'un département, mais également d'une ville. C'est extrêmement intéressant. Autre outil que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est en source public, qui est pas mal en train de changer. Il rajoute beaucoup de fonctionnalités. Je ne sais pas si ça a été racheté ou c'est un nouvel investisseur qui est rentré chez eux. C'est un outil qui était gratuit, très basique, avec assez peu d'infos. Ils commencent à rajouter beaucoup d'informations. Ils sont passés d'un modèle freemium à un modèle payant qui commence à être intéressant, qui est extrêmement économique à partir de 9 $ par mois. Donc vraiment pas grand-chose. Je suis allé regarder en préparant cette intervention. Ils font une étude de marché, internautes et concurrence. Ils vont vous aider pour ça. Ils vont vous aider ça c'est intéressant pour moi, c'est de bien comprendre que ce que les internautes pensent est tout à fait différent de ce qu'ils disent penser.
C'est là que viennent beaucoup d'erreurs. Et donc, vous avez ici, pour quelques dollars par mois, des éléments extra intéressants avec cet outil. Là, en fait, on va monter en termes de prix. Vous avez Uber Suggest. Alors maintenant, c'est la même personne qui est derrière les deux. Donc peut-être que c'est pour ça que Answers the Public c'est un petit peu étoffé, qu'il est un petit peu plus cher, 29 euros par mois, mais qui va vous donner, qui est plus un outil SEO. Answers the Public se présente plus comme un outil étude de marché, donc un petit peu différent. SEO, donc référencement naturel de votre site internet dans les résultats des moteurs de recherche. Ça va vous donner, par exemple, point super intéressant, quelles sont les meilleures pages de mes concurrents, quelles sont les pages du site de mon concurrent qui attirent le plus de trafic, extrêmement intéressant. Il y a toujours des infos extrêmement intéressantes à prendre chez vos concurrents. C'est toujours extrêmement riche d'insights qu'on peut récupérer. Des idées de mots-clés à travailler dans vos articles de blog, des idées de contenu également de publier sur votre site, votre newsletter, vos publications sur LinkedIn, Facebook, etc., selon votre business model. Là, après, on rentre dans des outils un petit peu plus complexes à utiliser, qui sont plutôt des outils d'agence, comme Ahrefs ou SEMrush. Les deux sont assez semblables. Là, on rentre plus dans des outils SEO, d'analyse de site, de tracking de liens entrants, d'où est-ce que viennent les liens entrants de mon concurrent, comment il fait des liens entrants, voilà, avec des sujets plus techniques. C'est un petit peu plus difficile à manipuler. Les interfaces, je trouve, de ces outils très Answers the Public, Uber Suggest sont assez simples à manipuler. Quand on arrive sur Ahrefs et SEMrush, c'est un petit peu plus compliqué. Le budget est plus le même non plus, 89 euros par mois, 120 euros par mois. Donc on est quand même 10 fois plus cher qu'Answers the Public. Donc il faut vraiment avoir l'utilité pour utiliser ces outils. SimilarWeb, c'est intéressant. En fait, ça va vous dire quelles sont les sources de trafic de votre concurrent. SimilarWeb va vous dire, votre concurrent, il a X% de son trafic en trafic direct. Donc, les gens tapent directement le nom du site dans la barre de recherche. X% par moteur de recherche, X% par pub, X% des réseaux sociaux, X% par emailing, X% par site tiers. Il va vous dire quels sont les sites tiers qui envoient des liens de trafic vers le site en question. Il va vous donner des données sociodémographiques. Il va vous indiquer une estimation du taux de rebond, du nombre de pages et du temps passé sur un site. Taux de rebond, c'est le nombre d'internautes qui reste moins de 30 secondes. Et donc, des éléments extrêmement intéressants, plutôt qualitatifs. Ça va vous dire également que votre concurrent génère X% de trafic venant des réseaux sociaux et que dans les réseaux sociaux, Facebook, c'est X%, LinkedIn, X% et les autres, YouTube, le chiffre de chacun. Et donc, vous avez des éléments plus qualitatifs pour analyser un concurrent. Donc, c'est vraiment l'intérêt de cet outil. Alice, c'est intéressant parce que Alice, vous allez, quand vous faites une recherche sur Google, vous prenez le contenu qui est en première position, vous le mettez dans Alice et il vous sort un diagnostic très précis du nombre de mots de la page. Donc, vous savez quel est le nombre de mots sur cette page, nombre de mots-clés, quels sont les mots-clés principaux qui ont été utilisés, le nombre d'occurrences de chaque mot-clé. Donc, vous savez que quand vous devez si vous voulez faire du SEO et avoir une chance de bien vous positionner sur une thématique en question, en vous inspirant de ce que fait le premier résultat qui est considéré par Google comme étant le plus pertinent, vous avez des informations extrêmement intéressantes et Google va vous dire cet article-là reprend 30 fois ce mot-clé-là, 22 fois ce mot-clé-là, 15 fois ce mot-clé-là, 18 fois ce mot-clé-là et il a 1900 mots. Et vous savez que s'il fait 1900 mots, a priori, vous allez devoir en faire au moins 2000 si vous voulez avoir une chance de passer devant ce premier résultat. Bien évidemment, ce type d'outils également, alors ça je les connais moins parce que nos clients ne sont pas forcément des gros vendeurs sur Amazon ou sur YouTube, mais vous avez des produits équivalents sur Amazon et sur YouTube. Là, je peux moins vous en parler, je ne les connais pas, je ne les connais que de nom. Je n'ai pas eu l'occasion de les tester parce que moi, je ne vois rien sur Amazon, je ne vois rien sur YouTube et mes clients non plus, enfin, ce n'est pas du tout les canaux d'acquisition pour eux, en tout cas pas à l'heure actuelle, donc je n'ai pas suffisamment de recul pour vous en parler. Tout ce que ça va vous permettre, tous ces outils, c'est le volume de demande sur un marché, l'intensité concurrentielle. Vous savez si vous avez une chance ou pas d'être visible sur la thématique en question, la perception de votre marque, la notoriété par rapport à vos concurrents. Ça va vous donner des idées de nouveaux produits, de nouveaux business models, de nouveaux besoins que vous n'aviez peut-être pas sentis ou qui vont confirmer ou infirmer une impression que vous pouvez avoir.
Ça va vous donner des idées de nouveaux business models. Ce que j'ai mis ici, on avait bossé pour une boîte de BTP qui était un fabricant de matériel de BTP et on lui a montré qu'il y avait autant de demandes pour la location et pour l'occasion que pour l'achat. Donc, on a clairement travaillé sur ces sujets. Donc, c'est des nouveaux business models pour l'entreprise. Internationalisation, vous voulez partir à l'international, vous ne savez pas par où commencer. Vous déplacez les curseurs de ces outils sur différents pays. Vous avez des données par pays, par produit. Question qu'on se pose. Quand on a bossé pour le ministère de l'Agriculture, qui a une filière d'enseignement, à côté de l'enseignement général, il y a les filières d'enseignement du ministère de l'Agriculture, et les proviseurs d'établissements, dans la réunion qu'on avait faite, nous a dit, nous, les gens, enfin, on a l'impression que le sujet public-privé est important. Est-ce que c'est important ou pas en ligne? Et clairement, en ligne, c'est pas un sujet. Il n'y a personne qui se pose la question de savoir si pour ses enfants, le fait que ce soit un privé ou public, c'est un critère important à prendre en compte ou pas. C'est très peu pris en compte alors que c'est un sujet que les parents vont aborder quand ils vont rencontrer les proviseurs des établissements. Mais en ligne, en tout cas, ce n'est pas un sujet. Donc, on peut aussi aller vérifier si une impression qu'on a ou une information qu'on a aperçue dans la vie de tous les jours, elle va être confortée parce qu'on va pouvoir récupérer en ligne. Ça peut aussi sur votre stratégie digitale de dire j'ai une approche macro, quel segment je vais commencer. Il y a plusieurs segments sur mon marché, par quel segment je vais commencer. Ou une stratégie plutôt micro, je veux rentrer dans ce segment de marché, quel va être le meilleur effet de levier à atteindre pour y arriver. Voilà quelques sources de tous les éléments que je vous ai donnés, avec bien évidemment les 20 ans de recul que j'ai dans le digital. Donc, TrueList pour quelques chiffres au départ, le blog de Google, Think with Google, SEMrush pour les données sur les nombres de recherches qu'on a vu tout à l'heure, et puis les données de Nielsen, Ipsos, Accenture, Avas, le Content Marketing Institute, sur différents chiffres que j'ai pu donner aux différentes tendances. Donc Nicolas m'avait dit il faut que tu laisses 20 minutes à la fin pour des questions. Donc on est pile poil à 20 minutes de la fin. Je vois que la plupart des gens sont restés, donc je pense que ça a dû intéresser. Enfin, voilà, il y a dû avoir un écho ou un intérêt dans ce que j'ai pu dire. Il y avait beaucoup de théories. C'était aussi le deal que m'avait donné Nicolas. Il faut qu'il y ait voilà, beaucoup de théories, pas que des cas pratiques. Maintenant, voilà, est-ce qu'il y a eu des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur des points où je suis allé trop vite ou pas assez vite ou pas assez trop rapidement ou pas été suffisamment clair? Parce que pour moi, il est quand même important que ce soit extrêmement clair et que vous puissiez commencer à bricoler ces outils au plus vite pour voir ce qu'ils peuvent vous apporter. Yes, super. Merci beaucoup Cyril déjà pour cette présentation. C'était pour ma part très clair et non, je trouve ça vraiment bien que tu aies mis toutes les sources et tous les outils, enfin, pour que les personnes présentes puissent les utiliser après. Pour rappel, hein, la présentation de Cyril sera disponible. Je vais la télécharger à la fin de ce webinaire. D'ici là, on va poser les quelques questions qui ont déjà été posées dans l'onglet questions. N'hésitez pas à en poser d'autres hein, si vous en avez qui vous viennent. Donc on a d'abord une question à Cyril de la part de Virginie. Donc c'était par rapport au moment où tu as présenté en fait le tableau brandé, non brandé. La question était quelle est la quote part de recherche non brandée en B2B? Le tableau présenté me semble à nuancer. Exemple, fourniture de bureau, de nombreux particuliers font cette recherche non brandée. Alors ça, effectivement, c'est un très bon point, Virginie, c'est que déjà, comme je dis tout à l'heure, il y a très peu de littérature sur le sujet. Quand vous faites une recherche requête exacte sur Google, donc en mettant les guillemets et que vous tapez requête non brandée, il y a 37 résultats. Donc il y a très peu de littérature sur le sujet. Clairement, il n'y a absolument aucune littérature sur différence B2B, B2C. Et en fait, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que nous, on apporte la data. Parce qu'en fait, nous, quand on fait ça, on va très souvent ramasser au départ 1 million de requêtes différentes. Hein, c'est l'échantillon de départ sur lequel on se repose, qu'on soit en B2B, en B2C. On va très souvent monter 1 million de recherches différentes qu'on va nettoyer, etc. On a effectivement, Virginie, beaucoup de mal à différencier la partie B2B de B2C. Et en fait, c'est là où la restitution se fait avec notre client. C'est que notre client a généralement la pratique de son secteur que nous, on n'a pas nécessairement, et lui va pouvoir identifier ce qui est du ressort du B2B et du ressort du B2C. Maintenant, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Imprimante de bureau, c'est du pro et du particulier. Meuleux, c'est du pro et du particulier. Fourniture de bureau, c'est du pro et du particulier. On est tout à fait d'accord sur ce sujet. Voilà, j'ai juste pris quelques exemples pour aujourd'hui. Bien évidemment, en fait,
c'est quand on rentre au cas par cas dans un segment de marché qu'on va plus réussir à comprendre. La très grande difficulté du sujet, et ça on l'a remarqué notamment quand on a bossé avec les grands groupes énergétiques, c'est que le professionnel ne se décrit pas nécessairement comme professionnel. Dire qu'il, par exemple, quand on a bossé pour Engie, le pro va chercher de l'électricité, il ne va pas forcément mettre qu'il est professionnel. Donc c'est assez difficile de faire la part des choses. Mais après, c'est effectivement la recherche qui va indiquer, ça on l'a vu quand on a fait les restitutions, il y a effectivement un certain nombre de recherches qu'on ne peut pas affecter. On va dire, bah, ça, est-ce que c'est B2B ou B2C? On n'en sait rien du tout. Et en revanche, il y a d'autres recherches où nous, on a des doutes, mais nos clients n'ont pas de doute. Ils se disent, ah non, ça, c'est clairement du B2B parce que cette terminologie nous permet de savoir que c'est uniquement un professionnel. En revanche, clairement, cette terminologie est du B2C où elle est mixte entre les deux. Et on a également c'est du mixte. On ne sait pas du tout si c'est B2B ou B2C. Néanmoins, le sujet est pertinent en B2B. Mais dans ces cas-là, si je reprends le secteur de Manutan, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être d'ailleurs que fourniture de bureau est beaucoup trop large, que la requête B2B va être beaucoup plus précise dans ce qu'on va demander. Et quand on utilise des terminologies professionnelles comme des caisses américaines, par exemple, on sait nécessairement que c'est du B2B parce qu'il n'y a pas un particulier qui va choisir des caisses américaines. Pochette et enveloppe, c'est pareil. Il y a une différence en fait en fonction du mode de remplissage par en haut, par le côté, entre enveloppe et pochette. Je pense que du point de vue particulier, de manière générique, tout le monde cherche enveloppe. La distinction enveloppe-pochette, je pense qu'à ma connaissance, elle est plutôt de partir sur du professionnel. Voilà, donc il y a tous ces éléments qui vont pouvoir dire oui, c'est effectivement du pro, ou oui, c'est effectivement du particulier, et je vais me limiter au pro. Après, ce qu'on peut faire pour affiner les choses, quand on est dans ce contexte-là, c'est aller regarder ce que font les concurrents et aller voir précisément ce que eux font pour savoir quels sont les bons vecteurs à utiliser. Mais effectivement, c'est une vraie problématique de bien différencier le particulier avec le pro. Mais je dirais qu'entre cette information qui est partielle, qui n'est pas complète, et zéro information de dire bah, je ne sais pas où il faut aller, je ne sais pas par où il faut commencer, et je me positionne sur certaines thématiques sans savoir si y a de la demande et sans savoir s'il n'y a pas une concurrence qui fait que je n'arriverai pas à me positionner. On est toujours mieux avec un petit peu d'insight, même pour ceux qui ont zéro budget, même Google Trends ou même les versions freemium dans le sens de public sont pas beaucoup plus efficaces que de partir le nez au vent en disant bah, je vais faire et puis je verrai bien ce que ça donne. Ok, merci Cyril. J'espère que ça répond à ta question, Virginie. C'est très clair en tout cas. Plusieurs questions de Ronan. Oui. Donc, enfin, d'abord une remarque, mais le problème n'est-il pas que les demandes non brandées ne sont-elles pas les plus utilisées en publicité payante et donc difficiles à avoir en première page? Ouais. Non, non, en fait, non, moi, je parle pas du tout je parle pas du tout de la pub là-dedans. Je suis vraiment sur des leviers hors pub, donc hors Google Ads, pour être très clair. Je suis vraiment sur la requête très très classique. Donc, quand je parle de search Google ici, c'est toutes les recherches Google, mais après toutes les données dont je parle sont des données de trafic non payant. Donc, et effectivement, les requêtes non brandées peuvent être très bagarrées en payant. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces outils que je vous ai donnés, pour la plupart, vont sur la même ligne, vous donner la recherche, le volume de recherche euh, mensuel, la part de trafic payant et le coût du clic. Donc, vous avez en fait sur un seul tableau, vous avez le volume de demande et vous savez quelle est la part de trafic sur du payant sur ce sujet-là. Donc, voilà, ça permet aussi d'affiner les choses et de se dire, bah, en fait, sur ce mot-clé-là, sur cette thématique-là, le payant capte tout, donc c'est pas intéressant. Vous avez juste des éléments. euh, quand j'ai rencontré Paris de Assas pour un de leurs programmes, dans mes interlocuteurs, il y avait un ex des services secrets qui était maintenant en retraite. Et lui m'a dit oui, ce que vous faites, c'est Insights for Action. C'est exactement ça. C'est des données pour vous aider à comprendre, pour y voir plus clair. Et plutôt que de fonctionner à l'aveugle ou un petit peu au pifomètre, de dire bah, je vais utiliser quelques données pour me permettre de mieux comprendre.
Mais effectivement, vous avez raison, Ronan. Peut-être que sur certaines requêtes qui vont être très intéressantes, pourraient être très concurrentielles en ads et absolument hors de prix. Et en revanche, pas du tout en non payant. J'avais regardé à une époque, CRM, c'était intouchable en ads. Et c'est logique, puisque vous avez plein de gros acteurs du CRM qui en ont rien à faire de payer 15, 20 ou 30 euros du clic pour du CRM. Et bizarrement, à cette époque, en référencement naturel, CRM est tout à fait jouable parce que justement, tous les gros acteurs se battaient à coup de dizaines d'euros pour aller capter du clic sur les résultats payants de Google. Mmh. Ouais, très clair, merci beaucoup Cyril. Alors on a pas mal de questions encore, donc on va essayer de répondre à la plupart des questions. Françoise qui demandait, je pense aussi, c'était au moment de la présentation du tableau, s'il y avait une périodicité des chiffres proposés. Des Là, j'ai recherches regardé des mensuelles. chiffres récents, donc en fait, ça, c'est une moyenne sur les 12 derniers mois, moyenne glissante sur les 12 derniers mois. D'accord. Mais après, il Donc, peut y avoir des des pics et recherches mensuelles et moyennes sur les 12, voilà. 12 derniers mois. Là, c'est une moyenne mensuelle sur 12 mois sur un crawler. Après, peut-être que si on utilise un autre crawler, bien évidemment, comme tous ces outils sont des crawlers, chacun a son mode de calcul. Et parfois, à la marge, on voit qu'entre Answers the Public, Uber Suggest, Ahrefs et SEMrush, on a quelques différences à quelques dizaines près. C'est tout à fait possible. Mmh. Super, merci beaucoup. Alors, une question d'Elodie. Est-ce que cette opportunité de développement est valable aussi pour une stratégie sur les réseaux sociaux? Alors, je sais plus à quel moment de la Alors, présentation ça réfère. oui et non, la grande difficulté sur les réseaux sociaux, c'est qu'on n'a pas ces outils d'insight qui vont capter ce que les gens cherchent sur les réseaux. Donc, en fait, on ne sait pas. Autant on peut savoir ce que les gens cherchent sur Amazon, ce que les gens cherchent sur YouTube, ce que les gens cherchent sur Google. Et là, il y a plein d'outils extrêmement puissants. J'en ai mis quelques-uns, il y en a probablement d'autres. Là, c'est vraiment des outils qui sont des références institutionnelles connues, etc. On n'a pas en fait ces éléments sur les réseaux sociaux. C'est la très très grande difficulté. On ne sait pas ce que les gens cherchent et ce qu'ils y font. Euh, Là où ça peut être intéressant pour les réseaux sociaux, c'est sur les thématiques à aborder parce que on peut extrapoler, se dire, bah, si tous les mois sur mon secteur, il y a X centaines ou X milliers d'internautes qui posent cette question pour trouver une solution sur Google, peut-être que c'est également un sujet que les gens vont chercher sur Facebook, LinkedIn, TikTok ou autre. Alors TikTok, c'est un petit peu différent comme mode de fonctionnement, mais on peut l'utiliser comme ça. On peut aussi l'utiliser pour les thématiques de newsletter. On peut aussi l'utiliser pour des sujets de prospection. Si on sait que sur son marché, il y a quatre fois plus d'internautes qui se posent la question A que la question B, peut-être que si on fait ces messages de prospection se basant sur le A que sur le B, on a plus de chances d'avoir des résultats. Donc la très grande limite des réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas pas à ma connaissance, d'outils qui vous permettent d'avoir des insights sur ce qui s'y passe et ce que les gens cherchent. D'accord, très bien, merci beaucoup. Question de Françoise. Quelle formation potentielle pour bien référencer son activité en partant de zéro? Juste, je pense que Cyril a une réponse à cette question. Pour toutes les questions de référencement, on a également un webinaire qu'on avait fait avec voilà, un chef d'entreprise en référencement naturel SEO, SIA. Donc voilà, je pense que si vous allez regarder ce webinaire en replay, il y aura pas mal de réponses aussi là-dessus. Et voilà, c'était juste pour la petite info, je te laisse la main, Cyril. Ah, justement, ça c'est un point. Moi, je donnerai pas de nom. J'ai pas de nom à donner là-dessus. Effectivement, je pense que nécessairement les pros que vous avez référencés sont très bons dans leur domaine. Euh, Allez vérifier tout ce qu'on vous dit. Tous ces outils sont extrêmement intéressants. Moi, je suis sollicité toutes les semaines par des rédacteurs SEO, toutes les semaines, toutes les semaines. Parfois, on est descendu à 3 centimes du mot. J'en ai fait un post sur LinkedIn, mais 3 centimes du mot. Et en fait, la personne, il n'y avait pas dans les articles qu'elle m'a envoyés, qu'elle a choisi, hein, il n'y a pas un article qui était référencé sur un seul mot-clé. Donc, payer 3 centimes du mot, même si c'est que 3 centimes du mot pour avoir un article non référencé, ça n'a aucun intérêt. Et c'est ça qui va être intéressant avec ces outils, c'est que méfiez-vous des belles paroles. C'est très facile il y a des gens extrêmement sérieux et des charlots ici comme ailleurs. Ne vous laissez pas embrumer par des belles paroles. Vous utilisez ces outils, vous utilisez Answers the Public, vous utilisez Uber Suggest, vous utilisez, le cas échéant, vous prenez un abonnement 7 jours gratuit sur Ahrefs ou sur SEMrush.
vous demandez à votre prestat interne un référencement des références, des liens d'articles qu'il ou elle a publiés. Vous les mettez dans ces outils, ça vous dit sur combien de mots c'est référencé. Quand vous dites que l'article en question est référencé sur 3 mots-clés, vous passez votre chemin, vous allez ailleurs. C'est une chose de savoir parler de référencement, c'est une chose de savoir en faire et d'avoir des résultats. Il y a une étude super intéressante d'Ahref qui dit que sur 2 milliards d'articles analysés, donc 2 milliards, c'est pas énorme à l'égard du web, c'est quand même pas neutre non plus, 2 milliards, il y en a 90% qui ne sont pas référencés sur un seul mot-clé dans les 12 mois qui suivent leur mise en ligne. 90%. Donc méfiez-vous vraiment des belles paroles, de tout ce qu'on va vous promettre. Demandez au prestat avec qui vous êtes en relation, envoyez-moi des liens vers les articles que vous avez publiés. Même si ce n'est pas votre sujet, ce n'est pas grave, vous copiez le lien de l'article, vous le collez dans ces outils, vous sélectionnez, vous voulez une analyse non pas du domaine, mais de la page en question, parce que ça ne sert à rien d'analyser un site si le rédacteur n'a rédigé que X pages sur le site en question. Donc vous analysez la page en question, ça va vous dire cette page est référencée sur 3 mots-clés, 15 mots-clés, 80 mots-clés, 400 mots-clés. Est-ce qu'ils sont en première page, deuxième page, troisième page, 10e page? Et là, voilà, c'est un juge de paix assez clair pour savoir si vous avez une chance ou pas d'avoir un résultat avec ce prestat. Super, merci beaucoup. Une question de Ralida. Est-ce que cette stratégie est valable pour un site web d'information? Est-ce qu'il y a des outils spécifiques au site d'information? Ça, c'est un peu moins mon sujet. Je crois que les sites d'information, bah, vous prenez probablement dans votre cas le référencement sur Google Actu. D'après ce qu'on m'a dit, c'était, j'ai pas tellement de clients dans ce domaine-là, mais un confrère m'a dit que c'était indispensable d'avoir le référencement sur Google Actu. Et après, un site d'info, si là encore, là, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser ces outils, peut-être pour comparer l'importance d'un sujet par rapport à un autre. Et de bien régler ces outils sur les derniers jours ou les dernières heures. Est-ce que vraiment cette actualité-là que vous sentez est une actualité importante ou pas? Moi, ce que j'avais regardé, c'est pas tellement dans l'actu, mais c'est pour les hommes politiques. J'avais été contacté par un parti de l'échiquier français et j'avais pu, en fait, c'était avant la présidentielle, j'avais pu réorienter les propositions du candidat en disant bah, ce que vous mettez en 1, finalement, pour les Français, c'est plutôt en 10. Ce que vous mettez en 4, ça devrait être mis en 1. C'est la première chose. Et deuxième chose, j'avais pu corriger les termes exploités en disant bah, quand vous parlez de ce sujet-là, quand vous parlez de ça, les gens ne font pas le lien avec. C'est pas évident pour eux, alors que ces thématiques-là que vous n'abordez pas devraient être abordées quand vous parlez de ce sujet-là. Donc voilà comment on peut aller dans cette direction. Mais je pense voilà, utiliser ces outils sur les tendances les plus récentes. Voilà, il y a des outils qui vous donnent des tendances sur les 24 dernières heures et donc qui vont être très très frais. Et je pense plutôt pour pondérer l'importance d'un dossier par rapport à un autre. Ou pour avoir des angles de vue. Quand j'avais été contacté par un groupe, un labo pharmaceutique, qui m'avait dit je ne comprends pas, je suis le groupe machin, qui est un très gros groupe mondial, mes publications sur la lutte contre le tabac ne sont pas lues. Je dis oui, effectivement, les arguments que vous évoquez ne répondent pas aux questions que les gens se posent. Donc oui, mais il me dit mais c'est mes sujets. Oui, mais je m'en fous que ce soit vos sujets. Ça n'intéresse personne. Vous ne répondez pas aux questions que les Français se posent sur le tabagisme. Donc c'est normal que vos contenus ne soient pas lus. Donc commencez par répondre aux questions que les Français se posent sur le tabac, et puis après vous pourrez raconter ce que vous avez à dire. Ok, super clair, merci beaucoup. Une question de Diane qui aimerait que tu reviennes rapidement sur le persona. Oui. À quel niveau? Bah, je pense sur le niveau un peu global, je crois que Diane n'avait pas trop compris Mais en fait, très souvent, j'ai votre parlé des personas parce que très souvent, en fait, quand on parle de stratégie digitale, ça part de persona. Ça veut dire, en fait, à qui je m'adresse, à qui je veux vendre. Et très souvent, la manière de faire des personas, donc de définir à qui on va vendre, ça part de données sociodémographiques en disant bah, c'est un homme, c'est une femme, plutôt urbain, plutôt pas urbain, niveau de CSP, niveau de revenu, mode de vie, mode de consommation. Donc on est très basé sur des CSP et on va extrapoler par rapport aux quelques clients qu'on a rencontrés, avec lesquels on a échangé, qu'on a eu au téléphone, avec lesquels on a déjeuné, qu'on a vu en rendez-vous, etc. On va se poser des questions en interne sur quelles pourraient être ses problématiques, quels pourraient être ses freins. Et très souvent, moi, quand j'ai participé à ce type de réunion,
quand on m'en a parlé, c'est chacun y va de je pense que, je crois que, j'ai entendu dire que, mais il y a aucune vérité derrière. On se base que sur du feeling. Alors le feeling peut être extrêmement intéressant, mais très souvent, qu'en fait, quand on confronte ça à la réalité des chiffres, de ce pourquoi les gens vont sur Internet chercher une réponse à leurs problèmes, ces sujets sont pas réellement abordés. Et donc ma recommandation n'est pas de ne pas faire de persona, mais plutôt de faire des personas qui vont trop reposer sur ces éléments sociodémographiques, de dire mon personnage, c'est une femme urbaine qui a 30 ans, 2 enfants, machin, plutôt de se baser sur des personas par rapport aux besoins que les personnes vont avoir. Et nous, quand on fait ce mapping, on va dire sur ce marché, il y a tant de personnes qui cherchent ça, tant de personnes qui veulent ça, tant de personnes qui veulent ça, tant de personnes qui veulent ça. Et en fait, ce qu'on va adresser, c'est des besoins des internautes, des réponses aux questions que les internautes se posent, indépendamment de qui ils sont derrière. Et c'est ma recommandation, c'est de dire plutôt que de dire je parle à une femme de 30 ans urbaine qui a 2 enfants, etc. De dire je parle à quelqu'un qui a telle problématique et qui va sur Internet pour chercher une solution à telle problématique et j'aurai beaucoup plus de chances de me faire repérer. D'autant plus que quand on est en ligne, c'est extrêmement difficile de cibler spécifiquement des gens en fonction de leurs données sociodémographiques. Il n'y a pas réellement d'outils qui permettent de le faire, sauf éventuellement dans la pub où on peut donner des indications, mais c'est pas gagné. Et donc, je pense que quand on est comme l'internaute va en ligne chercher une réponse à un problème, je pense que quand on traite les réponses à ces questions, on a beaucoup plus de chances d'avoir une stratégie qui sera pertinente. Mmh. Non, très clair. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à ta question de Diane et à ton questionnement. On a une question de Florian qui vend des prestations de services pour aider les entreprises à améliorer la cohésion de leurs équipes. Donc, team building. Cependant, les entreprises ne cherchent pas souvent sur les moteurs de recherche comment faire connaître efficacement. Ah oui, c'est ça. Pardon. Les entreprises ne cherchent pas souvent sur les moteurs de recherche. Donc, question de Florian, comment faire connaître efficacement nos prestations? Et qui te remercie J'ai pour la eu présence. une problématique un petit peu semblable puisque j'ai bossé pour le Crazy Horse. Et le Crazy Horse, c'était comment je fais venir du monde chez moi. Et les thématiques sont assez liées puisque on s'est aperçu que le team building pouvait en être. En fait, ce qu'il faut au départ, il faut quand même se mettre dans la peau de son client et se dire oui, team building, mais qu'est-ce que je vais rechercher? Motivation de mes équipes, intéressement de mes équipes, implication de mes équipes, réduire le taux d'absentéisme. Voilà, il y a tout un tas de. C'est intéressant, c'est que on a toujours tendance à voir le sujet par rapport à sa problématique et pas par rapport aux besoins du client. Et donc, ma question, c'est pas si on vend du team building, le team building, c'est une forme de réponse à une problématique. Et quand le dirigeant s'est dit, ah, ce qu'il me faut, c'est du team building, déjà, il est quasiment en fin de parcours et parmi toutes les options possibles, il a évolué vers le team building. Et ce qu'il faut, c'est essayer de remonter un petit peu en amont et de dire, mais pourquoi est-ce qu'un dirigeant va chercher du team building? Et voilà, je pense qu'il va traiter des sujets d'application, de motivation, d'alternative à la rémunération, d'absentéisme, voilà, il y a tout un tas de problématiques de dirigeants dont le team building n'est qu'une réponse. Et très souvent, en fait, on ne s'adresse qu'au final. Team building, mais en fait, la problématique, il faut vraiment faire le travail de cheminement du dirigeant qui arrive à la recherche sur le produit ou le service qu'on propose et se dire quelle est la problématique qu'il a en amont. Je prends un exemple, parce que tout le monde n'est pas forcément en B2B et proche du team building, mais il y a quelque temps, j'avais rencontré un dirigeant qui vendait de l'infrathérapie. Il m'a dit, je ne comprends pas, je vends de l'infrathérapie, c'est génial, ça ne marche pas. Oui, sauf que l'infrathérapie, personne ne sait ce que c'est. Il n'y a personne qui va chercher l'infrathérapie. Et donc, quand on vend, et c'est valable pour n'importe quelle personne qui vend un produit ou un service qui n'existe pas sur le marché, qui est tout à fait nouveau, c'est quelle est la problématique? Et ma question, c'était, à quoi ça l'infrathérapie? Et il m'a énuméré tout un tas de pathologies. Et en fait, c'était beaucoup plus efficace de communiquer sur la pathologie, d'expliquer en quoi l'infrathérapie est un problème, est une solution, pardon, et de ramener les gens vers l'infrathérapie. Là, c'est le même sujet. C'est quel est le problème en amont que va avoir le dirigeant qui va aller vers du team building. Et je pense que si on. Et ce qui est intéressant avec les outils que j'ai montrés, euh, alors là, je parle plutôt de la deuxième page, donc les outils les plus chers. Donc plutôt c'est plutôt ces pages-là. C'est que on va pas, ne vont pas traiter que le mot-clé exact, mais le champ sémantique qui est autour. Ils vont donner des idées de questions.
Et en fait, nous, c'est comme ça. Comment est-ce qu'on part d'une problématique? Comment est-ce qu'on arrive à 1 million de recherches derrière? C'est qu'on processe par itération en disant, bah, d'abord, l'internaute va rechercher ça, puis on va extrapoler, s'apercevoir que quand on cherche non pas des informations sur la recherche spécifique, mais surtout le champ sémantique, toutes les recherches qui sont autour, ça va donner des idées d'autres thématiques connexes qu'on va traiter. Et on va comme ça aller de manière plus large et plus en amont dans la filière pour en arriver jusqu'au produit du client. Hmm. Non, super clair, merci beaucoup Cyril. On a une question, bon ça va être je pense la dernière question, deux dernières questions. Après, de toute manière, voilà, on a eu énormément de questions, on va peut-être pas avoir le temps de répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à poser vos questions à Cyril post-webinaire. Euh, on Ouais, je vous a réponds à mis tout le tous monde, hein. les J'ai pris l'habitude. Donc, vous m'envoyez un message sur LinkedIn, vous mettez un post intervention sur Amazon. Je réponds à tout le monde, mais les étudiants qui veulent m'interroger pour leur mémoire dans une école que je ne connais absolument pas, je réponds. Donc, il n'y a pas de souci. Ok, bah c'est super sympa de ta part, Cyril, merci beaucoup. On a une question d'Alice. Bonjour Cyril, donc tu conseilles pour quelqu'un qui lance son activité de se concentrer sur la page d'accueil de son site et d'y placer le contenu qualitatif dessus et le mettre à jour souvent. Si je peux me permettre, nous on a eu une intervention super intéressante la dernière fois, enfin, dans le cadre de l'accélérateur du numérique sur voilà la vente en ligne. Et enfin, l'intervenant, l'expert du sujet, disait que justement, c'est la première page de votre site était vraiment déterminante sur l'engagement que la personne allait avoir sur votre site ou sur votre produit. Ça a donné en fait directement une image de votre structure, enfin voilà, permettre de créer cette image de marque et est super importante en fait pour l'engagement et le et l'image qu'en fait que le client a de votre marque. Cyril, je te laisse répondre également. Alors, c'est clair, je suis tout à fait en phase. La page d'accueil est super importante pour ça, mais par rapport à la question qui a été posée, pas nécessairement. C'est-à-dire qu'il faut justement bien intégrer que la page d'accueil n'est pas forcément la page par laquelle les gens vont arriver. Je reprends l'exemple prêt immobilier BNP. Si vous cherchez prêt immobilier, vous arrivez sur la page que vous cliquez vers le site de votre banque. Vous allez arriver vers la page du site de votre banque qui va parler du prêt immobilier. Vous n'allez pas arriver sur la home. Et donc, non, je ne pense pas que l'idée, ce soit de tout centrer sur la home, même si elle est importante, parce qu'en arrivant sur une page tierce, enfin sur une page du site, on peut, en raccourcissant l'URL, revenir à la home pour voir les autres pages, les images qui sont mises en avant, savoir à qui on a affaire, etc. Mais bien comprendre justement que non, chaque page du site peut être une page intéressante. Et c'est là que ces outils sont intéressants. Par exemple, quand vous avez dans Uber Suggest, meilleure page des concurrents, vous verrez que la home n'est pas nécessairement la page la plus fréquentée. Et donc, oui, c'est important d'avoir une home qui soit claire, facile à comprendre et qui renvoie une bonne image avec le logo, le code couleur, etc. Bien évidemment, ça va jouer. Mais pensez que un internaute peut arriver et doit arriver sur votre site par d'autres pages que la home. Hmm. Ouais, super. Ouais, t'as raison, Cyril. C'est vrai que toutes les pages sont super importantes. Et du coup, ouais, n'hésitez surtout pas à utiliser les outils qui sont mis à votre disposition pour justement regarder quelles sont les pages les plus importantes de votre site, les plus consultées à optimiser le plus également. Ouais. Bon, on va arrêter le webinaire ici. En tout cas, merci beaucoup, Cyril, pour cette belle présentation très qualitative.